Alors, la présentation d'aujourd'hui, c'est sur le thème de les solutions pour accompagner les réductions des émissions de carbone dans le secteur de la construction ou de l'immobilier. Avant de démarrer, je vais présenter nos invités. Donc, Madame Karima Assad, qui est directrice de système de management intégré chez Menara Holding et qui gère également toute la partie qualité et recherche et développement au sein du groupe. Monsieur Jnen Abdsamad, président fondateur de Audacia et administrateur et fondateur du groupement Green Building qu'il représente aujourd'hui. Et enfin, monsieur Mkawi, qui est responsable du pôle efficacité énergétique au sein de l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique et qui était un acteur clé dans la constitution de la réglementation thermique pour la construction au Maroc. Et enfin, moi, Sabri Ziadi, je suis également membre et administrateur du groupement Green Building et je dirige la société Mexa qui opère dans les systèmes de fenêtres en PVC. Voilà. Donc, on va démarrer. Et avant de passer la main, je veux juste présenter brièvement le groupement Green Building, qui est un groupement qui est encore récent, mais qui prend beaucoup d'importance, de plus en plus d'importance. Et c'est un groupement qui regroupe une dizaine d'entreprises marocaines dans le secteur industriel, mais aussi dans la promotion immobilière, et qui a pour mission de promouvoir un modèle de construction durable en accord avec les normes environnementales marocaines, mais aussi internationales. Un des thèmes que nous abordons au sein de Green Building, le thème le plus important, c'est l'efficacité thermique au niveau de l'enveloppe du bâtiment. Et on travaille en collaboration avec nos amis de l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique. Et nous avons également le thème de la décarbonation qui est en fait une suite logique au terme de l'efficacité énergétique, qui fait partie des thèmes centraux que l'on aborde au sein du groupement et sur lesquels on travaille avec l'AME pour offrir des solutions. Donc, rapidement, une petite présentation avant de passer la main sur les matériaux de construction et leur impact sur les émissions carbone au niveau mondial. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est à quasiment donc le secteur de la construction et de l'immobilier est le plus grand émetteur de gaz à effet de serre au niveau mondial. On parle d'un pourcentage qui est proche de 40%, donc les débats sont entre 37 et 39, mais en tout cas, personne ne débat sur le fait que c'est une proportion extrêmement, extrêmement importante, d'où l'importance du sujet. Donc au niveau mondial, c'est une partie extrêmement importante. Elle se divise en deux aspects, ce que M. Mkawi appelle la partie actif et la partie passif. Donc aujourd'hui, au niveau de la partie actif, donc tout ce qui sont les mécanismes des mécanismes opérationnels tels que l'éclairage, le chauffage, etc. Il faut reconnaître que d'énormes progrès ont été faits, que ce soit au niveau des matériels, mais aussi au niveau des normes, pour apporter des solutions et baisser les émissions des gaz à effet de serre dans les matériaux. Là où il y a un manque et de grosses lacunes, c'est essentiellement sur la partie passif. Et c'est de ça notamment qu'on va parler aujourd'hui. La partie passive, c'est essentiellement les matériaux de construction qui aujourd'hui, il faut le reconnaître, n'ont pas l'accompagnement qu'a pu connaître la partie active. Quand je dis l'accompagnement, c'est un accompagnement de haut niveau, au niveau gouvernemental, au niveau des subventions, même si on commence à avoir des belles choses, M. Mkawi nous en parlera, il faut reconnaître qu'il y a encore un manquement. Donc voilà, on rentrera dans le détail de tout ça, mais avant ça, je vais laisser la main à M. Mkawi qui va nous présenter un peu l'agence marocaine de l'efficacité énergétique et le secteur et la partie des émissions de gaz à effet de serre au Maroc. Ensuite, nous enchaînerons sur des solutions que nous envisageons. Je compléterai avec nos invités les solutions que nous pouvons présenter. Et nous terminerons avec des cas concrets d'entreprises que nous représentons tous les trois, qui sont membres de Green Building, pour vous montrer un petit peu
de quelle manière, nous, au Maroc, on aborde ce sujet et quelles sont les actions que nous mettons en place pour justement répondre à ce besoin de réduction des émissions carbone. Donc, merci, je vous remercie. Bonjour tout le monde. Donc, pour commencer, je présente l'agence pour laquelle je travaille, c'est l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique. Voilà, donc il y a un petit historique. Donc, l'agence, c'est le fruit de plusieurs transformations qu'a connu le Centre de développement des énergies renouvelables, qui a été créé en 1982 et qui a connu sa première transformation en 2010 pour élargir ses missions à l'efficacité énergétique, en plus bien sûr des énergies renouvelables. En 2016, nous avons connu une seconde transformation pour devenir l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique, donc se focaliser sur l'efficacité énergétique bien sûr et les applications des énergies renouvelables donc dans les différents secteurs comme mesure d'efficacité énergétique, notamment dans le secteur du bâtiment. Juste pour partager qu'il y a une nouvelle transformation qui se prépare pour élargir davantage les missions de l'agence pour devenir une agence qui traite aussi tout ce qui est changement climatique, développement durable, tout ce qui est économie circulaire et autres. Voilà, donc l'agence est régie par la loi 3916 qui a remplacé la loi 1609 relative à l'ADR. Donc, il est régi par 14 missions. Donc, j'ai synthétisé ici. Peut-être vous allez recevoir par la suite la présentation. Donc, 6 grands axes. Donc, le premier, c'est les plans. C'est les plans de développement d'efficacité énergétique, un plan national, des plans régionaux et aussi des plans sectoriels. En ce moment même, nous travaillons sur l'élaboration des plans régionaux d'efficacité énergétique sur les 12 régions au niveau du Maroc, la conception et la réalisation des programmes d'efficacité énergétique. Bien sûr, il y a un volet sur lequel je vais revenir par la suite, c'est ce volet réglementaire. Donc, il y a un décret d'application de la loi 4709 qui porte sur l'audit énergétique obligatoire pour quelques secteurs, y compris le secteur tertiaire, du bâtiment tertiaire. Et bien sûr, nous avons aussi un volet de mobilisation de financement pour mettre en œuvre, bien sûr, les programmes développés. Il y a un dernier volet qui concerne tout ce qui est vulgarisation des normes, des labels et aussi de renforcement de capacité. Nous disposons à notre plateforme à Marrakech de deux volets importants qui concernent le renforcement de capacité. Donc, nous avons des locaux dédiés à plusieurs thématiques et aussi des laboratoires pour pouvoir tester quelques équipements, notamment les équipements d'énergie renouvelable en ce moment, que nous souhaitons, nous travaillons pour élargir, avec le soutien de la coopération allemande, la GIZ en l'occurrence, pour élargir ces laboratoires justement à un laboratoire qui traite les matériaux de construction pour pouvoir les caractériser sur le plan thermique. Donc voilà, donc pour partager qu'il y a une stratégie nationale qui a été développée d'efficacité énergétique qui a fixé quelques objectifs et l'objectif principal c'est 20% d'économie d'énergie à l'horizon 2020. Donc pour le secteur qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le bâtiment, donc il y avait un potentiel de 14% d'économie d'énergie à réaliser à cet horizon. Ouais, je souhaite ici partager quelques indicateurs énergétiques pour sensibiliser davantage. Le premier concerne, je ne sais pas ce que ça fonctionne, donc je ne sais pas comment ça fonctionne, mais voilà, juste pour illustrer la facture énergétique 2022 qui est de 153 milliards de dirhams. Donc pour dire, voilà, si on arrive au Maroc à réaliser juste une économie de 1%, donc je vous laisse faire les calculs pour voir les économiques. Donc, je dis bien 153 milliards de dirhams. C'est pas millions, c'est milliards de dirhams. Et pour la répartition, il y a aussi une nouveauté, c'est que généralement, par le passé, le transport est le premier consommateur de loin par rapport aux autres secteurs, notamment par rapport au bâtiment qui devient toujours le deuxième. Mais en 2022, justement, vous allez le constater, qu'ils sont presque à égalité. Il y a même un dépassement léger en termes de part de consommation énergétique, d'énergie finale. Le bâtiment et le transport sont à égalité en termes de consommation énergétique.
Voilà, donc pour la décarbonation du secteur de bâtiment d'une manière générale, des autres secteurs, au Maroc, nous avons plusieurs initiatives. Donc la première, c'est la stratégie nationale de développement durable qui a été adoptée en 2017. Il y a l'élaboration du plan climat national en 2019. Il y a aussi la contribution nationale déterminée, donc qui fixe des objectifs pour le Maroc à atteindre, donc les 45% de réduction des émissions de gaz à effet de terre, tout bien sûr, tout secteur confondu, et avec 18% qui est conditionnel, donc qui nécessite des financements supplémentaires, notamment par des bailleurs de fonds internationaux. Il y a aussi la dernière stratégie qui concerne la stratégie nationale bas carbone à long terme, à l'horizon 2050, donc pour atteindre, qui vise d'atteindre net zéro à l'horizon 2050. Donc il y a plusieurs secteurs sont concernés. Il y a bien sûr le bâtiment, l'industrie, le transport, la forêt et autres. Donc, avec une stratégie, avec un plan d'action pour chaque secteur. Voilà, donc pour le Maroc, les émissions de CO2 liées au bâtiment, ils sont à 23%, donc pour les émissions directes, et 21% pour le résidentiel et 2% pour le tertiaire, et 38% pour les émissions direct et indirect, c'est-à-dire si on ajoute aussi, parce que le plus grand émetteur, c'est le secteur de l'énergie. Donc, puisque si on tient compte aussi de la consommation énergétique, donc on atteindra pour le Maroc, donc 38% des émissions pour le bâtiment, 38% des émissions du Maroc sont liées au bâtiment direct et indirect, contre 29% en 2010. Je vous laisse, on a gagné pendant, je dirais, 14 ans, les chiffres, ça concerne 2020, donc les chiffres, les 23% et 33%, c'est des chiffres de 2020. On n'a pas encore des chiffres actualisés parce que ces chiffres sont liés à la communication nationale. Il y a un bilan carbone et un bilan des émissions qui est réalisé périodiquement par le ministère du Développement durable, la transition énergétique et développement durable pour le département du développement durable. Donc voilà, pour 10 ans, nous avons gagné 10% en termes de la part d'émissions. Donc le benchmark, un benchmark international a été fait dans le cadre de l'élaboration de Net Zero 2050 et qui a mis en évidence quelques leviers d'action prioritaires qui concernent la planification urbaine, bien sûr les bâtiments à zéro émission, la rénovation énergétique des bâtiments existants, la bonne gestion de fonctionnement, notamment à travers la mise en place des systèmes de gestion, des systèmes de management de l'énergie et aussi la mise en place des systèmes de gestion de l'énergie. Bien sûr, la réduction pour le volet actif, donc des équipements électroménagers pour aller vers la performance. Là, il y a la gestion des matériaux, donc avec une perspective de recyclage et des équipements dans le cadre d'une économie circulaire. Il y a bien sûr aussi la résilience du bâtiment pour tous les risques naturels de changement climatique et autres. Bien sûr, et à la fin, c'est l'utilisation des énergies à basse émission, en l'occurrence les énergies renouvelables. Nous avons travaillé par le passé donc, pour pouvoir élaborer son bilan énergétique. Il y a une démarche à suivre et je voulais juste ici préciser que quand on parle d'un bilan énergétique, d'un bilan carbone, il faut spécifier le scope. Quel scope? Est-ce qu'on travaille que les émissions directes issues de l'activité de bâtiment ou de la construction, par exemple, ou bien sûr, on va en tenir compte aussi des émissions liées au transport, liées au voyage, liées. Donc, il faut tenir compte, il faut préciser dans le bilan le périmètre et aussi le spectre concerné. Donc, il y a le spectre 1, c'est les émissions directes liées à l'activité de l'entreprise. Le spectre 2 et 3 sont des émissions indirectes qui sont liées surtout, bien sûr, au transport, aux réunions, à l'achat des équipements et de matériaux de matières premières. Ici, c'est juste pour illustrer un peu pour le bâtiment que nous avons un potentiel donc d'économie d'énergie, donc en termes pour les bâtiments tertiaires, parce que c'est là où nous avons travaillé et c'est là où on peut avoir des statistiques fiables par
par rapport au secteur résidentiel qui reste un peu difficile à avoir. Donc, dont les données seront difficiles à avoir. Donc, voilà, c'est juste pour montrer qu'il y a un potentiel important qui dépasse les 20% pour les différents types de bâtiments. Il y a aussi au Maroc, nous avons un cadre réglementaire qui régit l'efficacité énergétique, c'est la loi 4709, qui est arrivée au Maroc avec de nouveaux concepts. Le premier, c'est la performance énergétique, donc justement qui concerne et la partie active et la partie passive du bâtiment, l'IMEPS ou la RTCM. Il y a bien sûr l'étude d'impact énergétique, à l'image de l'étude d'impact environnemental. Et il y a aussi l'audit énergétique obligatoire, la création des entreprises de services énergétiques. Il y a une semaine, je crois, ou 15 jours au max, un décret dédié à la création des entreprises de services énergétiques a été publié, donc a été validé. Il y a aussi, bien sûr, un décret qui est en cours pour le contrôle technique. Bien sûr, la loi, elle prévoit aussi des sanctions pour le non-respect. Donc, pour synthétiser un peu les décrets qui sont déjà publiés, donc le premier qui concerne la RTCM, la réglementation thermique, qui a été publié en novembre 2014 et entré en vigueur en 2015. Bien sûr, en ce moment même, il y a une étude qui est lancée pour évaluer l'application de ce décret, de cette réglementation, et pour pouvoir ressortir par des recommandations pour pouvoir l'améliorer, parce que cette réglementation elle est liée aussi à un zonage climatique national. Le Maroc est divisé en 6 zones climatiques, et bien sûr, et chaque zone climatique, et les exigences thermiques sont fixées par zone climatique. Donc, nous sommes aussi en train de revoir ce zonage climatique pour réduire peut-être, ne garder que 3 ou 2 ou 4, je ne sais pas, qu'est-ce que va donner les études. Il y a aussi pour le volet, ça, bien sûr, la réglementation thermique, ça concerne le volet passif. Pour le volet actif, donc qui concerne les équipements utilisés au sein des bâtiments. Donc, il y a ce qu'on appelle les normes de performance énergétique minimale. Donc, il y a des arrêtés qui sont publiés aussi la semaine dernière pour fixer le seuil minimal pour ces équipements, ce seuil minimal toléré pour accéder au marché national. Donc, les équipements qui ne respectent pas ce seuil seront même interdits d'accès au marché national. Donc, les équipements concernés en ce moment, il y a les réfrigérateurs, les climatiseurs, les moteurs électriques, et nous travaillons avec le ministère pour fixer les seuils pour l'éclairage, pour les systèmes d'éclairage. Il y a aussi, pour l'audit obligatoire, il y a déjà un décret qui a été publié et qui a fixé des seuils pour les secteurs industriels, pour les entreprises industrielles, 1500 TEP, tonnes équivalent pétrole par an. Donc, les entreprises qui dépassent ce seuil doivent obligatoirement réaliser un audit énergétique. Et pour le bâtiment tertiaire, le seuil est fixé à 500 TEP par an. Et nous sommes aussi, une étude est en cours pour réviser ces seuils, pour les revoir à la baisse et élargir ce décret pour aussi contenir pour fixer des seuils pour le transport et aussi pour l'agriculture. Il y a aussi un volet de labellisation. Donc, nous travaillons aussi justement avec le groupement d'intérêt économique, le Green Building, pour justement développer et lancer un label donc de bâtiment en plus de la réglementation thermique. C'est des exigences qui dépassent un peu la réglementation thermique et qui sont plus élargies plus aux aspects énergétiques, pour aussi toucher quelques aspects liés à l'environnement. Voilà, ici, c'est les exigences, quelques exigences donc, de la réglementation thermique pour illustrer par zonage climatique. Voilà, et il y a les saisons climatiques. Et donc, il y a des exigences qui sont fixées pour le secteur résidentiel et des exigences qui sont fixées pour le secteur tertiaire. Et le secteur tertiaire, il est divisé en plusieurs sous-secteurs, le secteur de l'enseignement, l'administration, les hôpitaux, les hôtels, etc. Donc, voilà, je vous remercie. Merci Simkawi, c'était très intéressant et très instructif.
Je retiens dans la présentation que vous avez lancé un projet d'étiquetage des matériaux, les réfrigérateurs, climatisation, etc., même à l'entrée des frontières. On espère que ça ira jusqu'aux matériaux de construction. Ce serait pas mal qu'on arrive à ce niveau-là, comme on peut le voir aujourd'hui en Europe. Mais on travaillera ensemble dessus, Inch'Allah. Donc, je vais reprendre un petit peu ce que vous avez dit, peut-être compléter, mais je pense que vous avez abordé l'essentiel. En fait, nous, on a identifié, et puis ça reprend un peu l'essentiel de votre présentation, on a identifié un peu 3 principes clés qui permettraient de répondre à la question d'aujourd'hui et qui est celle de comment réduire les émissions de carbone dans le secteur de la construction et de l'immobilier au Maroc. Et ces principes sont le premier, c'est donc éviter les déchets et réduire l'utilisation de nouveaux matériaux. Donc on parle ici de recyclage que vous avez abordé. La deuxième chose, c'est la transformation. Donc c'est transformer le mode de construction et adopter ou tenter d'adopter, parce que c'est vrai que c'est pas facile et puis ça peut engendrer d'autres problématiques, mais tenter d'utiliser des matériaux à faible impact environnement comme le bois. Et enfin, le troisième point, c'est l'amélioration et la fabrication des matériaux conventionnels. Le troisième point, c'est l'amélioration des matériaux conventionnels, et c'est là où on rentrera dans des cas concrets. Cette partie-là est probablement la plus importante parce que aujourd'hui, il est difficile d'utiliser que des matériaux biosourcés, même s'il y a un effort qui peut être fait et on peut améliorer la part de cette partie-là dans la construction, mais on ne pourra pas se passer du béton, du verre, etc. Et donc, il y a un travail à réaliser au sein même de la transformation, de la fabrication de ces matériaux. J'ajouterai, et M. Gilnen et Mme Sall, je vous laisse intervenir quand vous voulez sur ces points, mais j'ajouterai que pour la mise en place de ces principes, il faut une collaboration des politiques au niveau international qui permettrait de favoriser l'utilisation de ces matériaux respectueux de l'environnement. L'Agence marocaine de l'efficacité énergétique représente l'État marocain sur ce thème fait un excellent travail. Il faut que ça continue, pas seulement au Maroc, mais au niveau international et même au niveau continental. Donc le point qui ressort aujourd'hui, c'est essentiellement le fait qu'on remarque que les émissions de gaz à effet de serre dans la construction concernent essentiellement la construction du neuf. Et donc, on pense que une des solutions passe par pousser les organismes, ou en tout cas les pays développés, à travailler essentiellement sur la rénovation, puisque la rénovation consomme 2 fois moins d'émissions, ou en tout cas est à l'origine de 2 fois moins d'émissions carbone que la construction neuve. Par contre, au Maroc, si on doit parler de notre cas, on est plus concerné par la construction du neuf. Et donc, si les pays européens ou les pays développés doivent se concentrer sur la rénovation, et je pense que c'est quelque chose qui a déjà été lancé chez eux, à notre niveau, ou des pays en voie de développement qui ont besoin de répondre à une croissance urbanistique de plus en plus importante, ces pays-là doivent surtout mettre en place des procédures et respect des normes au niveau de la construction du neuf, et qui passent par ces trois aspects-là et ces 3 principes. Donc pour rentrer dans le détail du premier point, excusez-moi, je vais descendre toute la présentation. Donc au niveau de la partie éviter et qui concerne essentiellement si on doit le réduire en un mot, c'est le recyclage. Donc vous voyez que les chiffres sont assez importants. Donc au niveau du recyclage, il doit se faire, on pense, au niveau de la phase de conception, et les donneurs d'ordre ont le devoir d'aller vers le choix de matériaux qui incorporent un taux de recyclage important. Aujourd'hui, on voit que, par exemple, en Europe, c'est le cas, on pousse de plus en plus les matériaux au niveau de leur conception et de leur transformation à utiliser des matériaux recyclés. Ce que moi je remarque au Maroc, mais je sens aussi que c'est en train de changer, c'est que jusqu'à récemment, le mot recyclé était considéré comme bas de gamme.
On considérait que c'était une manière de baisser ou de réduire les coûts de fabrication. Or, ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, on voit qu'aujourd'hui, en Europe, les matières recyclées sont parfois plus élevées que les matières vierges parce qu'on leur donne une importance beaucoup plus importante. Et je pense que progressivement, on va arriver à ce changement de mentalité au Maroc et qui va permettre ce genre de réflexion. Je vous donne un exemple qui a été mis en place, que j'ai trouvé extrêmement intéressant aux Pays-Bas, sur la manière d'opérer des opérations de recyclage. Donc le gouvernement hollandais, néerlandais, a mis en place une initiative qui s'appelle la Banque nationale des ponts. Donc c'est une plateforme qui répertorie les ponts démontés et leurs matériaux pour qu'ils soient réutilisés dans de nouveaux projets. Cette approche a permis de réduire de 63% les émissions de carbone et de 60% la consommation d'acier neuf grâce à la réutilisation des éléments d'acier en quasi-totalité pour des nouveaux ponts. Donc c'est quand même des chiffres extrêmement élevés quand on pense qu'un nouveau pont en Hollande est fait à base de 60% d'acier qui a été recyclé d'un ancien pont. Donc c'est des petites idées comme ça qui ont des impacts assez importants et assez significatifs. La deuxième partie, c'est le deuxième point et le deuxième principe que l'on propose, c'est sur la partie transformation. Donc c'est essentiellement transformer l'utilisation ou transformer la manière dont on opère dans le secteur de la construction en utilisant des matériaux biosourcés tels que le bois. Le bois, pourquoi le bois? Mais je vous explique parce que même moi, je n'avais pas très bien compris pourquoi. Et le bois, en fait, il est utilisé dans la construction parce que, c'est-à-dire que c'est avantageux de l'avoir parce que le carbone reste emprisonné à l'intérieur du bois. D'accord ? Le bois absorbe le dioxyde de carbone et il reste emprisonné et donc l'empêche de se développer dans l'atmosphère. Donc j'ai trouvé ça, j'avais pas vraiment compris pourquoi le bois, parce que si l'on voit un petit peu, quand on lit un peu, on réalise que le bois aussi, l'utilisation excessive du bois provoque d'autres problèmes et d'autres défis que sont la déforestation, etc. Donc c'est une solution intéressante, mais malheureusement elle ne peut pas être la seule et on peut pas accepter, on peut pas s'orienter exclusivement vers les matériaux biosourcés qui parfois de toute façon ne répondent pas aux besoins des constructions modernes. Ce qui nous amène vers le troisième point qui est peut-être celui sur lequel le gros du travail doit être réalisé et qui est l'amélioration. Alors, quand on parle d'amélioration, en réalité, c'est l'amélioration de l'impact environnemental des matériaux de construction, essentiellement en révisant la manière dont ces matériaux sont transformés. Donc, on va en parler de manière concrète, mais ça implique l'augmentation de matériaux recyclés, comme on a mentionné sur le premier point, mais aussi changer les procédés de production avec des énergies renouvelables et développer de nouvelles technologies plus écologiques. Donc, pour arriver à des cas concrets d'entreprises industrielles marocaines qui ont déjà abordé ce thème, parce que ce qu'il faut comprendre, je pense qu'il y a eu un panel, il y a eu une présentation ce matin qui a abordé le sujet. Il y a, au-delà de l'aspect écologique, qui est essentiel pour ce que nous allons léguer à nos enfants, il y a une partie économique, parce qu'il y a un intérêt économique très fort pour un pays comme le Maroc d'accentuer sa transition, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu... En tout cas, ça va le devenir avec la taxe carbone. Ça va donner un avantage économique aux produits marocains très intéressant, puisque si je vous donne un exemple, un produit chinois, qui sort d'une usine à Shanghai et qui est moins cher de 30% à la sortie de l'usine à Shanghai pour les raisons qu'on connaît, peut se retrouver aujourd'hui 30% plus cher qu'un produit marocain, seulement du fait de la taxe carbone. Donc c'est un intérêt économique pour nous énorme parce qu'on intègre plusieurs choses dans le calcul de la taxe carbone qui est
la manière dont on va transformer. Donc c'est là où il y a un travail qui doit être réalisé, mais aussi le type d'énergie que l'on va utiliser. Le Maroc fait d'énormes efforts avec des objectifs assez ambitieux au niveau de l'énergie verte, qui va intégrer de plus en plus les unités de production. Et le transport. Le transport est une composante essentielle dans le calcul de l'empreinte carbone des matériaux. Et quand on compare le transport de Shanghai à Paris ou de Casablanca à Paris, on a un avantage certain. Et donc, l'avantage économique va au-delà du coût de production. Et ça, c'est un gros avantage pour nous et il faut qu'on sache en tirer profit. Donc, je vais laisser la main à Madame Karima Saad pour parler d'exemples concrets de la manière dont Menara Holding approche cette problématique et comment ils améliorent l'empreinte carbone de leurs produits. Alors, bonjour tout le monde. Au nom du groupe Menara Holding, je tiens à vous remercier vivement pour cette invitation et pour cette belle initiative. Et je suis honorée d'être parmi vous aujourd'hui pour échanger sur une thématique centrale pour l'avenir de notre secteur, notamment l'immobilier. Alors, ce secteur, il est connu par une grande consommation d'énergie aussi de la matière première, difficilement renouvelable et donc avec une demande de plus en plus croissante. Et certes, nous sommes face à une demande croissante et importante pour répondre aux besoins de l'infrastructure liée à la croissance, à la forte croissance démographique, mais nous sommes aussi devant un grand défi à relever, qui est la réduction de l'impact négatif de nos activités sur l'environnement. Et il est crucial de comprendre pourquoi les matériaux, ou bien notre secteur, il est énergivore ou bien polluant. Tout simplement parce que les matériaux de base nécessitent une grande quantité d'énergie et émettent une grande quantité de CO2. C'est-à-dire, chaque matériau de construction, il est constitué de plusieurs composants et chaque composant a un impact sur l'environnement. Donc, qui doit être évalué sur toute sa chaîne de valeur. Certes, notamment malgré ces contraintes, il est toujours possible d'innover et de trouver des solutions pour réduire l'impact, bien sûr, sur l'environnement. Donc, dans le cas de notre groupe Menara Holding, nous explorons des alternatives de béton classique comme béton à faible teneur en carbone et aussi des matériaux recyclés. Ces solutions permettent la réduction de l'empreinte carbone de nos produits sans compromettre leur durabilité et leur performance. Nous avons investi aussi dans l'optimisation des procédés de fabrication pour la production donc, du béton, pour rendre la production de béton moins énergivore. Donc, par l'intégration de l'énergie renouvelable, comme l'installation donc, des panneaux solaires dans nos unités de production.
Alors, le groupe aussi, donc, pour rendre ces actions durables dans le temps, Minara Holding a adopté l'économie circulaire donc, dans les différentes filiales. Alors, je donne un exemple. Dans nos carrières, nous disposons des stations de recyclage des eaux issues de lavage des carrières, lavage des granulats, pardon, des granulats. Donc, et après, ces stations sont équipées des filtres presse où on peut récupérer et extraire les fines sous forme de gâteaux d'argile. Et ces fines, on l'utilise dans la fabrication de matériaux écologiques, notamment les briques en terre compressées. Et on travaille sur toute une gamme à base de ces fines. Et pour l'eau qui a été traitée, elle est réintégrée à nouveau dans le processus de production. Ce modèle il est dupliqué dans différentes filiales, notamment le Minera Prefa. Et Minera Prefa, c'est une filiale spécialisée dans la fabrication de béton. Et alors, pour les déchets béton, on réutilise, on recycle et après, on réutilise aussi dans la fabrication des matériaux. Alors, Minera Holding a investi aussi dans tout ce qui est recherche et développement pour trouver et proposer des solutions innovantes et écologiques qui respectent l'environnement et qui répondent bien sûr à toute réglementation marocaine ou même internationale. Donc, je donne un exemple de gamme produit à base d'une pierre volcanique. C'est la pierre Ponce. C'est une pierre légère caractérisée par une conductivité thermique, une meilleure conductivité thermique qui a donné une caractéristique ou bien une meilleure performance thermique de nos produits pour participer dans l'amélioration de l'efficacité énergétique de l'enveloppe du bâtiment. Donc, comme vous voyez, nous avons déjà comme produit les blocs dans différentes dimensions, et aussi la chape isolante qui est adaptée à différents types de sols et aussi les enduits. Alors, pour évaluer l'impact de ces produits, nous avons lancé l'analyse de cycle de vie pour avoir la fiche de déclaration de l'environnement sanitaire qui a été vérifiée par un organisme tierce partie, tout simplement pour répondre aux normes internationales, notamment l'HQE. Alors, j'aimerais bien aussi signaler pour réussir la transition de l'économie à faible teneur en carbone, nous avons besoin d'une réglementation et aussi des normes solides et adaptées. Pourquoi? Parce qu'ils sont l'ossature sur laquelle reposent nos efforts collectifs. Et il faut reconnaître que ces normes et ces réglementations ne doivent pas être perçues comme des contraintes, mais plutôt comme des leviers d'innovation. Pourquoi? Parce qu'ils poussent toujours les entreprises à changer leurs pratiques, à adopter des technologies propres et rendre les affaires plus durables. Certes, le financement ou bien l'investissement sur des solutions toujours est coûteux, mais dernièrement, il y a des incitations de subventions qui peuvent aider les entreprises à adopter ces solutions sans, bien sûr, cela pèse lourdement leurs finances. Et à la fin, je vois, et il est clair que la réduction des émissions de carbone, c'est l'affaire de tout le monde.
toutes les parties prenantes. Donc, on peut citer donc, tous les concepteurs, les investisseurs, l'État et les entreprises et même les chercheurs. Donc, et voilà, je vous remercie. Merci Madame Karima. Merci à tous pour votre présence. Donc, je vais essayer de citer un peu le cas. Donc, je vais essayer de vous soumettre le cas de la société Audacia, qui est partie prenante du GIE Green Building, et qui a toujours été associé à des projets avant-gardistes dans le secteur du bâtiment. Donc, nous participons à ce projet de décarbonation parce qu'on a toujours été dans des thématiques avant-gardistes et on les a traités de façon proactive. En 2007, nous étions les premiers à travailler sur les peintures écologiques. À l'époque, la peinture à solvant représentait pratiquement la quasi-totalité du marché. Et depuis une vingtaine d'années, tout le marché a évolué vers des peintures à l'eau qui représentent aujourd'hui un peu plus de 70% du métier de la peinture. Donc, de la même façon et avec la même philosophie, donc nous travaillons depuis la crise Covid et nous a donné beaucoup de temps pour réfléchir à des façons d'améliorer ce que nous faisons et aux possibilités de développement. Donc, nous travaillons sur des sujets, ce qu'on appelle les peintures ou les revêtements fonctionnels. C'est-à-dire, c'est des produits qui apportent d'autres caractéristiques que de la couleur ou de la protection. Donc, l'isolation thermique existe en Europe, elle existe au Maroc, elle existe sous différentes formes. Mais notre ADN nous impose d'aller vers une isolation thermique écologique et de préférence biosourcée. Je ferai la différence un peu plus tard sur les deux aspects. Aujourd'hui, l'isolation actuelle est essentiellement, du moins dans le bâtiment, elle émane de la pétrochimie. Donc, ce sont des dérivés d'ester, ce sont des dérivés chlorés, ce sont des polyuréthanes. Pour ceux qui sont un peu initiés, c'est des produits qui ne sont pas les plus sains sur le plan écologique. Donc, notre challenge, c'est d'aller vers des produits écologiques, de préférence biosourcés. Et là, il y a plusieurs pistes. Il y a le liège, qui est en plus une richesse nationale. Il y a le chanvre, en termes de recyclage, il y a les chutes du métier du textile, qui sont également, peuvent être utilisées comme matière première dans l'isolation thermique. Et il y a aussi des produits issus de roches volcaniques, comme ce que Madame Karima a soulevé, en l'occurrence la pierre ponce, mais d'autres comme la perlite, la vermeilquilluite, qui existent en abondance et qui peuvent remplacer rapidement ces produits de la pétrochimie. Un autre challenge, c'est d'offrir au marché, surtout marocain, des produits faciles à mettre en œuvre. Pour ceux qui connaissent un peu l'isolation thermique, je dirais conventionnelle, c'est des panneaux en polystyrène ou c'est des planches en polyuréthane. Ça demande une technicité, un savoir-faire, éviter les pans thermiques, la pose, les joints, les coins, les retours, c'est très délicat. Donc, nous, le parti pris, c'est d'aller vers des produits très faciles à mettre en œuvre et qui sont aujourd'hui
applicables comme tout simplement du ciment ou comme des mortiers, soit projetés, soit talochés. Donc, globalement, le dossier a pris un peu plus de 3 ans. La documentation existe, les matières existent. Ce qui est un peu délicat, c'est la mise en œuvre et les possibilités de faire certifier les produits. Alors aujourd'hui, il n'y a pas encore de laboratoire certifié, spécialisé au Maroc pour ce genre de produit. Donc tout développement suppose que vous vous adressiez à des acteurs européens, en l'occurrence, des laboratoires certifiés pour permettre de valoriser ces fruits de la recherche. Donc brièvement, je reviens sur les avantages de l'isolation thermique. Bien sûr, il y a le caractère écologique qui est très important. Qu'on le veuille ou non, on le ressent. Et puis nos enfants nous en parlent un peu plus. Donc automatiquement, tout le monde est entraîné dans cette dynamique et on est très, très sensible à ce point de l'écologie qui guide un petit peu toutes nos recherches. Donc un autre point important, c'est celui de la revalorisation des bâtiments. Quand vous avez un bâtiment qui est efficacement protégé et pour lequel il y a une isolation thermique efficace, automatiquement vous avez un bâtiment qui a plus de valeur. On voit le cas en Europe aujourd'hui, il y a des gens, des propriétaires qui se retrouvent avec des logements qu'ils ne peuvent ni vendre ni louer. Et leurs créanciers, à savoir les banquiers, se retrouvent avec des actifs qui ne valent pas grand-chose. Donc, soit on les met à niveau, soit ces produits restent en marge du marché. Un autre avantage de l'isolation thermique, et ça, je crois, on le vit dans les grandes villes, on le ressent, c'est les îlots de chaleur. Et c'est un aspect dans lequel les effets et les causes et les effets se mélangent. Plus il fait chaud, plus vous mettez de la clim, plus vous mettez de la clim, plus vous dégagez de la chaleur à l'extérieur, et plus vous avez un environnement qui est surchauffé. Donc il y a un exemple édifiant, celui de Paris par exemple, qui en période estivale, on voit des différences de température entre 10 et 15 degrés entre Paris et sa périphérie proche, et je parle surtout de sa périphérie rurale. Donc c'est un problème qui commence à toucher les grandes villes, en l'occurrence Casa, Rabat, Tanger, et qui n'est pas en train de s'améliorer. Donc dernier, et pas des moindres avantages, c'est le confort. Donc le confort des habitants, le confort des clients, des promoteurs immobiliers. Aujourd'hui, Internet existe, l'information existe et les gens peuvent avoir accès à des systèmes de comparaison très, très, très simples. Et le consommateur final, je crois qu'il va être un levier important dans la mise en place de ce changement de paradigme. Ziadi avait parlé aussi des produits importés qui vont se retrouver à cause ou grâce à la taxe carbone, donc majorée de 60% dans le cas de quelques produits chinois. Mais il ne faut pas oublier que les industriels de la chimie, de la construction marocains exportent en Europe et au Moyen-Orient et ils vont se trouver pénalisés s'ils ne se mettent pas à niveau assez rapidement. Donc c'est un avantage et c'est un inconvénient en même temps. Donc je ne vais pas m'étaler sur les différents types de produits parce que c'est vraiment pas le but. Mais aujourd'hui, des solutions existent, elles sont certifiées, elles sont écologiques et faciles à mettre en œuvre. Et j'insiste sur ce point parce que compte tenu je ne dirais pas de la qualité, mais du savoir-faire des artisans dans ce domaine qui est nouveau. Donc il faut vraiment s'orienter vers des produits les plus faciles à mettre en œuvre. Donc là, il y a
un produit qui est surtout donc, proposé pour des charpentes métalliques et proposé pour des entrepôts, des hangars, des supermarchés, qui peut être utilisé soit en rénovation ou en construction. Là, la photo ne le montre pas, mais la charpente traitée avec le produit affiche 24 degrés et la partie qui n'est pas traitée, elle affiche 41 degrés. C'est ce qu'on appelle là, tout simplement, les produits extra réfléchissants, c'est-à-dire qui réfléchissent le rayonnement solaire et qui n'absorbent pas la chaleur de ce rayonnement. Donc ça, c'est un exemple. Il y a d'autres exemples de produits un peu plus élaborés qui sont utilisés comme des mortiers avec des épaisseurs plus importantes. Et là, on est réellement dans des niveaux d'isolation thermique qui sont très satisfaisants et qui dépassent les normes et les standards européens. Donc tout ça, c'est des produits qui sont certifiés, faciles à mettre en euvre et, je ne sais pas s'il y a des promoteurs parmi nous, économiques comparé à ce qui se fait en Europe. On parle en Europe, pour l'isolation de l'enveloppe opaque, on parle de entre 80 et 100 euros le mètre carré. Ça, c'est des produits qui varient entre 50 et 200 dirhams en termes de produits. Et il faut compter peut-être le double du produit posé. C'est-à-dire pour un produit posé, ça va osciller entre 100 dirhams et 300 à 400 dirhams le mètre carré. Voilà, donc le détail des produits va être sur la présentation pour ceux qui sont intéressés. Là, c'est une autre technologie qui est utilisée surtout dans la rénovation. C'est des produits à base de microsphères qui étaient initialement utilisés et qui sont toujours utilisés dans les navettes spatiales et dans les satellites. Donc, à chaque fois qu'une navette spatiale doit retourner sur Terre et doit franchir l'atmosphère, il y a un frottement, il y a une transmission, une élévation de chaleur qui est très importante. Et ça, c'est des revêtements ou des peintures avec lesquelles sont traitées ces navettes qui permettent d'amortir cette différence de température et qui permettent aussi aux astronautes de rester en vie et au matériel qui est à l'intérieur des navettes de ne pas être endommagé. Donc c'est une technologie qui a fait ses preuves depuis très longtemps et qui commence à être utilisée dans d'autres métiers, en l'occurrence les revêtements et l'isolation thermique. Là, c'est une autre panoplie de produits. Je ne vais pas m'attarder dessus. Là, je passe avec ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des produits pour la rénovation, parce que ça va finir par se faire. On n'en parle pas aujourd'hui, mais les solutions existent. Mais le plus gros de la gamme et des développements, c'est pour des produits en construction. Voilà, donc je passe la parole à Ziadi pour développer la partie concernant Mexa. Merci, Monsieur Jinen. Très intéressant la présentation. Je vois que vous mettez en avant les normes et vous savez à quel point ça me tient à cœur les normes parce que je pense que les décideurs doivent comprendre l'importance des produits normalisés parce qu'il y a l'argument commercial et si l'argument commercial n'est pas adossé à des faits scientifiques, l'argument commercial ne vaut pas grand-chose. Et l'avantage des produits normés, c'est qu'au moins on a une certitude de tout ce qui est avancé ou en tout cas peut être vérifié de manière scientifique. Donc je vous encourage tous à vous orienter toujours vers des produits normés. Voilà, on m'a fait signe qu'il faut qu'on accélère, donc je vais le faire rapidement. Le cas Mexa reprend un petit peu les mêmes points qui ont été présentés précédemment. Donc c'est l'optimisation industrielle. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, Mexa c'est une société qui est spécialisée dans la fabrication de systèmes de fenêtres en PVC.
Et donc, pour revenir au point de l'export, vous avez raison, M. Genen, que c'est une opportunité, mais c'est aussi un défi pour les entreprises marocaines, à la différence près que nous avons au-delà on a des avantages que les entreprises chinoises n'ont pas. Donc, la première, c'est la proximité, mais aussi le fait qu'on a une stratégie d'énergie verte assez agressive et qui va nous permettre d'intégrer la production de l'énergie verte dans les unités de production et qui va nous rendre beaucoup plus compétitifs quand on intègre l'impact de la taxe carbone, et bien sûr sans parler du fait qu'on a quand même aujourd'hui un avantage au niveau de la main-d'œuvre quand on la compare du coût de la main-d'œuvre par rapport aux entreprises européennes. Donc il faut savoir prendre cette opportunité et la transformer. Et c'est pour ça, pour être sincère, et je pense que c'est le point que je faisais tout à l'heure, c'est important d'entreprendre tout ça parce qu'on a un défi et on a une obligation par rapport aux générations qui vont nous suivre. Mais la réalité, et c'est peut-être comme ça qu'on va réunir le maximum de personnes autour de notre thème, c'est aussi un intérêt économique pour tous. Parce qu'une entreprise, et je vous donne l'exemple de Mexa, Mexa aujourd'hui se retrouve face à des opportunités d'export qu'elle n'a jamais eu par le passé, justement parce qu'on a cette proximité et on a cette fameuse taxe carbone qui arrive. Et quand certaines entreprises européennes se sourçaient de certains pays qui offraient des produits extrêmement compétitifs, aujourd'hui ils le sont un petit peu moins. Mais il faut, comme disait M. Genen, savoir jouer sa carte et proposer et profiter de tout l'environnement qui nous entoure. Donc, c'est pour ça que nous, on a entrepris pas mal d'optimisation au niveau de la production. Donc, on a changé un certain nombre d'équipements, on a modifié des équipements de transformation pour consommer. Donc, encore une fois, c'est l'aspect économique, puisque déjà, ça nous fait consommer moins d'énergie. L'énergie n'est pas toujours très accessible. Et donc, on a réussi à faire des économies au niveau d'énergie très intéressantes, sans parler du reste des impacts que je viens de mentionner. Donc, uniquement en changeant des matériaux ou certaines parties des matériaux. Mais que ça travaille aussi sur sa nouvelle usine. Et dans le projet qu'on a, dans le cahier des charges que l'on a établi, on projette 75% de la consommation énergétique qui émane d'énergie verte, ce qui n'est pas simple. 75%, c'est énorme, surtout que quand une industrie comme la nôtre travaille 24 heures sur 24, c'est des machines que l'on ne peut pas arrêter parce que le coût de démarrage est important, et donc on travaille 24 heures sur 24, et avoir 75% d'énergie implique beaucoup de choses, des batteries, etc. Donc un coût important, mais on sait que au niveau de l'impact de la taxe, de l'impact de l'EPD, je dis le calcul environnemental, on finira par y gagner puisque ça va réduire de manière significative notre empreinte carbone et donc nous rendre beaucoup plus compétitifs. Un des deuxièmes points que Mexa aborde pour répondre à cette problématique d'empreinte carbone, et ça, je reviens un peu à ce que mes amis ont présenté, c'est aussi la recherche et le développement. Mexa fait partie d'un groupement, elle est intégrée dans un projet, Mexa est partenaire industriel dans un projet maroco-espagnol qui vise à promouvoir des projets de recherche en matière d'innovation industrielle. Et donc on développe un produit qui est celui-là. Donc c'est un profil et fenêtre à l'intérieur duquel on va injecter à travers un procédé, et c'est là où toute l'innovation, on va injecter un procédé en coextrusion, donc c'est une double fabrication en même temps que se fabrique le profilé, injecter une matière avec agent gonflant qui va déjà que le profilé PVC bénéficie d'un avantage en termes d'isolation les plus élevés du marché. Là, on arrive encore à des chiffres en tout cas théoriquement, sont extrêmement élevés. Avec nos partenaires espagnols qui ont développé une matière première extrêmement intéressante et qui rajoute au-delà de l'impact énergétique ou d'efficacité énergétique, elle apporte une inertie qui est très importante, qui est très intéressante pour la fenêtre. Donc, pour revenir au point,
c'est la recherche et développement qui va nous permettre de sortir des produits à haute efficacité énergétique et donc qui aura directement un impact sur la réduction des émissions à gaz à effet de serre, puisque c'est en fin de compte tout est lié. Et en fait, le troisième concerne aussi l'innovation. C'est quelque chose qu'on travaille. Mexa est associé au numéro 1 mondial du secteur de la fenêtre PVC, qui est le groupe VK, qui a déjà développé ce genre de système. Donc en fait, c'est des systèmes de fenêtres avec ils arrivent à un taux de 70% de matière recyclée, régénérée, qui est également fabriquée en co-extrusion. Et 70%, c'est énorme. C'est énorme. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, la matière recyclée devient de plus en plus, parfois plus chère dans certains secteurs que la matière vierge. Parce que voilà, par exemple, là, on utilise 70% de matière recyclée versus 30% de matière vierge. Ce qui va être problématique parce qu'à un moment, comment on va faire pour sourcer tout ça? Mais disons qu'on est encore loin de ça. Donc, dans le cadre d'un projet qui a été lancé par le ministère de l'Industrie, mais que ça a participé à ce développement, donc à lancer ce projet, et qui va permettre donc de minimiser, c'est un travail que nous faisons et dans lequel nous allons solliciter notre ami Zacharias Der pour le calcul de cette empreinte carbone, puisque c'est aussi ça qui va nous rendre compétitifs. Donc, si on ajoute une optimisation au niveau du process industriel, si on travaille sur la fabrication, la transformation en incluant un taux alors nous, on arrive dans notre projet, on n'est pas aussi ambitieux que les Allemands, on arrive à 50%. Les Allemands sont à 70%, mais c'est déjà énorme. Le PVC, la fenêtre PVC est le produit dans les pays développés le plus utilisé dans la fenêtre et il atteint des parts de marché extrêmement élevées, de l'ordre de 60 à 70%, mais ces dernières années a connu un regain d'intérêt justement grâce à ça, la possibilité d'inclure des matériaux recyclés. L'Espagne, par exemple, si en France ou en Allemagne, en France, ils sont à 7 fenêtres sur 10, en Allemagne, ils sont à 8 fenêtres sur 10 en PVC. L'Espagne et le Portugal, et même l'Italie, qui était un peu à la traîne, avec 4 à 5 fenêtres sur 10, aujourd'hui, connaissent le plus gros taux de croissance de l'industrie de la fenêtre PVC. Et c'est essentiellement dû donc, à la réglementation thermique qui impose de plus en plus un matériau de plus en plus efficace, mais aussi au fait que la fenêtre PVC est capable d'arriver à des taux de recyclage extrêmement élevés et donc offrir un impact, offrir une note environnementale, donc un calcul EPD extrêmement avantageux. Et aujourd'hui, les pays développés sont à la recherche, c'est la course vers la note la plus élevée. Le PVC a l'avantage déjà en amont d'avoir une note extrêmement élevée, ou en tout cas des émissions carbone extrêmement basses si l'on compare à des matériaux alternatifs comme l'aluminium. Mais là, ça va encore plus loin. Donc, encore une fois, je reviens, c'est d'un intérêt économique très fort, en plus de répondre à une problématique de plus en plus importante pour nous et pour nos enfants. Voilà, merci à tous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est toujours la première qui... Voilà, je vais lancer une centaine de questions après. Alors, on a parlé juste avant, dans le panel qui a précédé celui-ci, de la taxe carbone et de son impact sur la construction de manière générale et peut-être à la fin sur le mètre carré du bâtiment ou du bien, de manière générale. Vous avez parlé d'efficacité énergétique, qui vise aussi à réduire peut-être ce coût. En tout cas, peut-être la vente d'un mètre carré, ça va être défini par le promoteur, mais son exploitation dépend de la performance des bâtiments. Donc là, ça, je pense que ça a été très bien développé, mais maintenant, on va parler le coût carbone de ce mètre carré, notamment dans le secteur tertiaire.
qui va être traduit par une taxe qui est aujourd'hui pour l'exportation, mais on commence à parler pour la loi de finances de 2025. Quel est le rôle des membres de GIE et donc les solutions que vous développez, qui ont été présentées dans la réduction du poids carbone d'un bâtiment? Voilà. Je vais répondre rapidement et je te donne la main, Absamad, si tu veux répondre aussi. Le GIE est extrêmement actif sur ce point. Merci pour la question, Zakaria. Comme certains le savent ici, le GIE travaille de manière avec beaucoup de proximité avec nos amis de l'AME, de l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique, pour le développement d'un label qui va offrir une amélioration de l'efficacité énergétique pour l'enveloppe thermique du bâtiment. Donc aujourd'hui, le GIE est extrêmement actif. Donc c'est vrai qu'on a abordé le thème par l'efficacité énergétique, mais en fin de compte, tout est lié. C'est-à-dire qu'en abordant ce thème-là, on répond à la problématique de l'empreinte carbone, on répond à la problématique du confort du consommateur, on répond en fait aux besoins d'aujourd'hui et de demain pour tout le monde. Donc c'est un peu le rôle, c'est la raison pour laquelle le Green Building a été fondé. Et on a trouvé en nos partenaires de l'AME des interlocuteurs extrêmement ambitieux qui ont beaucoup d'idées. Et en fait, entre le rapprochement entre les entreprises privées et des groupements publics, on a réussi à faire avancer les choses de manière très intéressante. Et je pense qu'on a de beaux défis devant nous avec des belles réalisations qui seront annoncées, Inch'Allah, en début 2025. Donc, je peux juste compléter. Donc, bien sûr, il y a le label qui peut contribuer. Il y a aussi les matériaux de construction qui émanent d'un recyclage déjà des matériaux déjà utilisés qui peuvent aussi avoir un impact sur le bâtiment, comme une réduction de son empreinte carbone de ce bâtiment une fois il utilise les. Bien sûr, il y a aussi un autre volet qui est d'efficacité énergétique, c'est l'utilisation aussi des équipements les plus performants qui contribuent déjà à la réduction de la consommation énergétique. Et par conséquent, c'est des gains pour l'établissement concerné. Et aussi, ça augmente aussi sa compétitivité vis-à-vis bien sûr, dans le cadre du marché de la concurrence. Donc ça, c'est pour répondre. Je ne sais pas ce que je peux commenter un peu tout à l'heure, vous avez parlé de la rénovation, vous avez insisté, je dirais, sur la rénovation. Juste pour vous informer, partager une information, que nous travaillons avec la GIZ, donc il y a un projet avec la GIZ, pour mettre en place pour le Maroc une stratégie de rénovation des bâtiments. Donc bien sûr, elle est basée sur déjà un benchmark de plusieurs pays, notamment l'Union européenne d'une manière générale, plus quelques pays de l'Est d'Asie et aussi de l'Amérique du Sud, pour s'inspirer pour les bonnes pratiques qui sont convenables pour le Maroc. Donc il y a une stratégie qui se prépare pour justement mettre en place une stratégie de rénovation. Bien sûr, on sait que la rénovation, ça coûte très cher par rapport à la construction neuve. Donc, mais au moins, nous travaillons sur mettre en place une stratégie et par la suite, on verra qu'est-ce qu'on peut faire pour la mise en place de cette rénovation. Voilà. Vous avez aussi parlé de la réglementation, donc de recyclage. Je crois qu'au niveau des lois publiées par le département de développement durable, je n'ai pas en tête les détails, mais il y a la loi, je ne me souviens plus du nom, mais qui touche aux déchets. Il a catégorisé les différents types de déchets. Le problème, c'est l'utilisation des matériaux recyclés. C'est là où le Maroc il a un frein, surtout pour tout ce qui est lié à l'emballage pour les aliments, pour la nourriture. C'est là où il y a un problème. Pour les matériaux de construction, je ne sais pas, mais il y a des lois qui sont déjà une base qu'il faut juste renforcer s'il y a besoin. Je ne sais pas si vous avez déjà, vous, les besoins réels pour à mettre en place ou améliorer le texte réglementaire. Sinon, il faut consulter les lois existantes. Elles présentent déjà pas mal de choses pour tout ce qui est recyclage.
Un dernier point, ce qui concerne le bois. Déjà, le Maroc, pour dire qu'il est déficitaire en termes de bois. Si on réfléchit au bois, il faut réfléchir à l'importation, mais au Maroc, on n'a pas assez de bois. Voilà. شكرا. السلام عليكم. كريمة منشح، مهندسة معمارية من المرصد الجهوي للديناميات الحضرية. بعد إذنكم سأطرح سؤالي باللغة العربية إذا سمحتم. عندي سؤالان. السؤال الأول، مبدئيا شكرا لكم على وضوح العروض، كانت عروض جيدة واضحة جدا. تبين منها أن الحد من انبعاثات الكربون في عملية البناء واضح من خلال معالجة مواد البناء الأولية، من خلال إعادة تدوير، وأيضا من خلال استعمال المواد الجديدة. يبقى السؤال: كيف للتخطيط الحضري أن يحد من انبعاث الكربون، غاز الكربون؟ هذا سؤالي الأول. سؤالي الثاني: بما أنني أمام خبراء، ما رأيكم في القطب الحضري كازا فينانسيتي الذي هو في طور الإنشاء وترون نوعية البنايات التي تقام عليه؟ ما رأي الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية في هذا القطب الحضري؟ سؤالي الثاني: هل تم تقييم حصيلة القوانين التي تحترم في قطاع البناء بخصوص النجاعة الطاقية، وما هي الآفاق؟ شكرا لكم. شكرا لاله. ما غنتهربش من العربيه، غنخلي الناس اللي كيعرفوا احسن مني على نشوف بالفصحى ولا بالدارجه؟ نعم، ماشي مشكل. لا ماشي مشكل. بالنسبه لكيفيه التخطيط الحضري ان ينقص من الانبعاثات، اولا التخطيط الحضري هو الاساس. حيت التخطيط الحضري غيعطينا اولا بالنسبه للبنايات، لما توزيع المباني يمكن يخص يكون من مرحله التصميم ديال الحضري، خص يكون المواقع ديال البنايات خصهم يكونوا، المرافق اللي خصهم يكونوا. علاش؟ لتفادي الانتقالات، لا موبيليتي، pour réduire la mobilité au maximum. C'est déjà le premier facteur. Il y a aussi l'infrastructure pour aller vers la mobilité durable. Juste pour entre parenthèses, déjà la région de Rabat, une grande partie de la région de Rabat, il a mis en place un plan de mobilité urbaine durable. À un certain moment, il y avait des plans de mobilité urbaine. Maintenant, là, des mobilités urbaines durables. Il y a même une tendance au niveau de la DGCT et du ministère de l'Intérieur pour généraliser ces plans de déplacement urbain qui ont une influence sur la réduction des émissions pour les autres secteurs. Aussi, il faut réfléchir dans la conception urbaine, l'aménagement urbain, la planification urbaine. Il faut réfléchir donc pour mettre en place l'ensemble des activités qui touchent et qui réduisent au maximum, bien sûr, pour avoir un minimum, des déplacements urbains pour les zones industrielles aussi, pour les zones de logistique, pour ne pas utiliser les grands engins au sein des villes pour faire la distribution au sein des villes. Il faut mettre des zones logistiques à l'entrée des villes, bien sûr, qui seront alimentées par les grands engins, et la distribution au sein des villes se fera par, bien sûr, le moyen le moins cher possible. En termes, par exemple, un pharmacien ne peut pas mobiliser un camion pour amener les médicaments. Donc, par exemple, un pharmacien, quand il fait sa commande, il est alimenté par une moto. Ils n'ont pas même une voiture. Donc, c'est la même chose pour l'ensemble de la logistique. Il y a un autre volet qui concerne, juste dernièrement, cette année même, il y avait un travail qui a été mené au niveau du ministère de l'Aménagement du Territoire, bien sûr de l'Habitat, pour mettre en place une politique urbaine rénovée. Donc la thématique même, il s'appelait la mise en place d'une politique urbaine rénovée. Donc il a été
appuyé par une institution internationale, mais c'est pour mettre en place justement une politique urbaine rénovée pour s'inspirer justement des bonnes pratiques au niveau international pour alimenter et aussi le contexte marocain et même aller jusqu'à réviser les textes réglementaires qui بالنسبه للقطب الحراري ديال الظل البيضاء انا ما عنديش شي علم عليه. بالنسبه لقانون البناء كاين الضابطه الحراريه للبناء هي لا ريغلومونطاسيون تيرميك. Malheureusement l'application n'est pas on n'a pas d'étude pour émettre des jugements, mais c'est des impressions, une étude du temps court pour valoriser est-ce qu'il est pratiquement est-ce qu'il est applicable, il ne l'est pas, à quel taux. En plus, à l'issue des résultats de cette étude, nous allons procéder à sa révision donc en termes de zonage climatique et aussi en termes d'exigences qui seront soit revues à la hausse, soit à la baisse en fonction bien sûr des besoins. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Je ne sais pas s'il y a des compléments. Eh bien, merci. Bonne fin de journée à tous.